Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 4, épisode 2. Olivier Brett avec vous cette semaine en compagnie de Sidney Fowell, Jean Gounel et d'un début de camp d'entraînement de l'Impact de Montréal 2020 qui est officiellement lancé, les gars. Comment ça va? Qui est bien, ça va bien, qui est bien lancé, qui est dynamique. Qui est très bien lancé. On va en parler en début d'émission. On va également revenir sur quelques sujets qui retiennent l'attention sur le vieux continent dans notre segment en temps additionnel parce qu'il y a un nouvel entraîneur au Barça. Il y a des records qui tombent du côté de l'Angleterre, particulièrement en raison des performances de Sergio Agüero. Mais commençons d'abord avec le camp d'entraînement. Sid, t'étais là, toi, mardi pour la toute première séance en compagnie de nombreux journalistes. Ça, je pense que c'est la première affaire qu'on retient. Et probablement la première affaire que Thierry Henry va avoir retenue aussi. Parce que là, lui, il devait se dire, moi, je suis arrivé en grande pompe, ça a fait du bruit, mais ça va se calmer par la suite. Là, finalement, il revient, il travaille un peu au centre Nutrilait, il redébarque sur le terrain d'entraînement pour son début de camp. Puis là, il fait « Wow! » C'est comme ça tous les jours? Non, on va le rassurer, ce ne sera pas comme ça tous les jours, mais c'est vrai qu'il y avait une grande présence médiatique pour la première de Thierry Henry, une première donc à Marie-Victorin, comme tu le précisais, et que j'ai trouvé assez intéressante. Je pense que d'une part, par la présence de l'ensemble de l'effectif à 90% et l'ajout des 6 joueurs de l'académie. Donc ça donnait une impression de nombre qui était assez plaisante et qui permet aussi comme de travailler sur pas mal d'exercices à plus forte intensité. Pour une première, j'ai trouvé que c'est une intensité assez élevée, dans le sens où c'est une intensité qu'on retrouverait plus en saison régulière. Mais après, lorsqu'on se projette sur le fait que c'est la première fois qu'ils s'entraînent ensemble, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais je voudrais t'entendre justement là-dessus parce que le mercredi, j'ai passé, tu étais occupé à nous trahir un peu pour... Une entrevue comme tiens, dis-le, plug-là, t'étais J'étais sur Radio-Canada à Plus on est fou, plus on lit pour la biographie de Zidane. On pourra parler à l'émission, je pense que ça vaut la peine. Bon, on va enchaîner parce que là, Jean va pomper à savoir que t'étais avec une autre émission. Non, mais blague à part, t'étais pas là le mercredi, mais j'ai demandé à des collègues mercredi, qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance dont tu viens de parler la veille? Parce que moi, j'ai trouvé que c'était très sérieux. Pour un début de camp d'entraînement où souvent, tu as un petit feeling de retrouvailles, de début d'année scolaire, où là, tu revois tes camarades de classe de l'année d'avant. Ça n'a pas été ça. Le mercredi, c'était un peu plus décontracté, plus détendu. Puis là, on sentait que c'était une séance d'entraînement du mois de juillet où, oui, tu es sérieux, mais tu as un peu d'affinité. Tu te permets de faire quelques blagues. Il n'y avait pas de blagues mardi. C'était vraiment business comme attitude. Tout à fait, je dirais peut-être même studieux. Parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et c'était très silencieux. Je pense qu'il y avait beaucoup on dit dans le jargon game face. Les 6 jeunes de l'académie n'étaient pas là pour rigoler, ils étaient vraiment là pour se faire valoir. Mais qui est là pour rigoler? Ça va être qui le bouffon de cette année-là? C'est vrai. Ça va être Samuel Piette. Jusqu'à maintenant, là, fais le décompte. Ça va être qui? Victor Cabrera en était un, il est parti. Bakary Sagna, ça n'est un qui pouvait se permettre de faire des blagues un peu parce qu'il y a tellement un gros CV. Lui, il est parti. Ça n'est un qui n'était pas stressé par les débuts de camp d'entraînement. Il en reste pas beaucoup, là, des gars. Quand tu prends les jeunes de l'académie, eux, c'est sûr qu'ils vont pas faire des niaiseries sur le terrain d'entraînement. Des gars comme Balou, des gars comme Jackson, qui ont tellement, on va en parler au cours des prochaines minutes, qui ont tellement approuvé cette année, c'est pas eux qui vont commencer à faire des niaiseries à l'entraînement. Puis quand je dis des niaiseries, là, je suis pas en train de dire qu'on divague puis on n'est pas responsable. Mais tu sais ce que Laurent Simon faisait à l'époque. Prendre le kart de golf là, puis s'en aller puis ramasser des... Il n'y avait pas de ça au début de ce camp d'entraînement-là. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça, c'est l'effet Henry. C'est l'effet Henry. Mais ça va être comme ça toute la saison, selon toi? Ça va dépendre pas mal de la façon de l'ambiance et de la façon de vivre qu'il va instaurer dans l'équipe. Mais c'est certain que le premier jour, tout le monde va arriver à dire « Ok, je vais la jouer sérieux, et puis j'assure. » Puis voilà, puis là, je pense que tout le monde se dit « Ok, j'assure. » Bon, parlant d'assurer, Nacho Piatti, Jean. Avant que je repose la question à Sid pour une 2000e fois depuis l'année passée. Le pire, c'est que c'est pertinent à chaque fois. Oui, c'est vrai. C'est même plus Au début, ça se voulait un running gag, mais là, ça ne l'est pas. Je me pose la question à chaque fois. Qu'est-ce que tu as pensé? Nacho Piatti, d'abord, qui est de retour. On va mettre ça dans la colonne des plus. Mais qui est de retour en nous disant, bon, mais vous savez, en gros, il n'y avait pas vraiment de quoi jaser du bilan. J'ai oublié. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Et là, on remet en contexte là, pour ceux qui étaient sous une roche depuis ce temps-là. On annonce le matin du bilan à Nacho Piatti dans une rencontre avec Vassili Krimanzidis et le nouveau directeur sportif qui était là depuis très peu de temps à ce moment-là, Olivier Renard. On lui dit, on a l'intention d'exercer ton option en vue de l'an prochain. Donc, tu serais de retour au club. Comme tu nous as dit que tu avais envie de l'être il y a quelques jours, c'était le vendredi précédent qui disait ça publiquement devant les médias. Et là, la prochaine étape sur l'agenda de Nacho Piatti, c'était de se diriger au bilan. Finalement, il s'est dirigé à la maison. Écoute, il y a de l'eau qui a coulé depuis. Voilà, on en a pas mal parlé. On a dit à l'époque que c'était absolument pas sérieux et que ça n'avait absolument pas de sens. Tout le monde, pas simplement qu'ici, tout le monde a posé la question et puis rester comme ça, quoi. Mais quand on lui pose la question à lui et que sa réponse c'est j'ai oublié, ça te dit quoi, écoute, ça? On va pas revenir pendant des heures là-dessus. Ça n'a pas plus de sens. C'est ridicule. J'ai oublié. Attends. On s'entend que le brassard de capitaine, là, c'est terminé. Tu peux pas le donner à Nacho Piatti. Non, tu peux pas. Pas que tu peux pas, tu devrais pas. Je pense en continuité de ce qu'on disait la semaine passée par rapport au brassard que Samuel Piette a obtenu avec Erdmann, je pense qu'aujourd'hui, l'Impact doit vraiment aller de l'avant avec Samuel Piette en haut de sa liste pour le brassard et se préparer à toutes les éventualités parce que finalement, comme sur la table, tout est possible encore pour Nacho Piatti. Et au niveau du capitanat, je pense que ça va en pair avec le contrat qu'il a eu, avec la position qu'il a aussi dans l'effectif. Je pense qu'il faut aller all-in avec Samuel Piette pour, d'une part, aussi libérer Piatti. Il y a beaucoup de considérations qu'il subit et sont aussi le fait de sa position de capitaine. Donc, peut-être que... Qu'est-ce que tu veux dire? Il a un rôle, oui, c'est un joueur vedette, mais en tant que capitaine, c'est encore plus grave, en tout cas préjudiciable, lorsqu'il évite le bilan et qu'il ne s'adresse pas aux médias ou même aux fans, tout simplement, parce qu'il n'utilise pas non plus ses propres canaux de communication pour s'adresser aux fans. Donc je pense qu'en tant que capitaine, il a une responsabilité supplémentaire qu'aujourd'hui, il ne peut plus, selon moi en tout cas, assumer correctement. Non, mais écoute, quand tu es capitaine, c'est quoi? C'est à un moment, il faut arriver à... Capitaine, c'est quoi? C'est le gars qui va être capable, en partie, qui doit avoir du charisme, qui doit montrer des choses, qui doit avoir une personnalité extrêmement forte, mais qui doit être aussi le relais sur le terrain de l'entraîneur, qui doit être capable de dialoguer, de discuter, de se faire comprendre et d'être totalement en phase avec à peu près tout le monde sur le terrain. Tu sais, ça limite pas mal le nombre de candidats. C'est clair. Et là, juste une petite précision, Nacho Piatti n'a jamais été officiellement le capitaine de l'Impact de Montréal. Hein? Il l'a jamais été. Il y avait le brassard de capitaine quand Patrice était absent, avant sa retraite de Bernier en 2017. Et par la suite, le brassard a tourné. Il n'a jamais été nommé officiellement capitaine de l'Impact de Montréal. Oui, c'est sûr. Comme on est dans une rotation entre Bush, Taider d'ailleurs aussi, Piatti et Piette. Mais... en tout cas, comme je descendrai dans la rotation, au moins ça, parce que voilà, parce que... Non, mais ça prend un capitaine cette année. Non, ça prend un capitaine, mais je trouve un facteur aussi que tu n'as peut-être pas dit, Jean, un capitaine incarne aussi quelque chose, et pas forcément au niveau du leadership, mais incarne une idée qu'on se fait de l'institution, une idée qu'on se fait du club. Vrai. Et aujourd'hui, comme Piatti ne peut pas décemment l'incarner, et puis ça n'empêchera pas ses performances, ça n'empêchera rien, ou comme la considération qu'il mérite, mais aujourd'hui, il n'incarne pas ça, et Piette l'incarne... quasiment à 100%, donc allons-y avec lui. Bon, il y avait le dossier bilan. Pour moi, Piatti l'a échappé parce que c'était pas particulièrement compliqué. C'était pas de la science nucléaire de dire, bon, j'ai reçu la nouvelle quelques minutes avant le bilan, je devais parler avec ma famille. Finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de quitter. J'aurais peut-être dû informer tout le monde. Je ne l'ai pas fait, je suis parti. Bon, on passe à un autre appel. Si c'est à refaire, je le ferai différemment. Terminé. Mais il a choisi de ne pas faire ça puis de dire, j'ai oublié. Déjà, on prend les supporters, on va oublier les médias, mais on prend les supporters pour des valises, check. Ça, c'est dans le passé. Maintenant, il y a le futur. La question lui a été posée, tu étais là, Sid, à plusieurs reprises pour essayer d'avoir une réponse ferme. Tu es ici, d'accord. Est-ce que tu es là pour la saison au complet? Et là, c'est le classique Didier Drogba qui a été sorti, mais vous savez, on ne sait jamais. Je ne peux pas parler pour le futur. Et là, un exemple un peu bancal de, si demain matin, il y a quelqu'un qui arrive avec une offre pour Saphir Taider, on ne sait jamais. Saphir, il pourrait peut-être partir si le club accepte cette offre-là. Qu'est-ce que ça dit sur la suite? On fait la blague à chaque fois, est-ce que Piatti va être de retour ou non? Mais là, c'est quasiment plus important
certainement plus complexe parce qu'il est de retour contractuellement parlant. C'est pas ça la décision que tu as à prendre, c'est est-ce que ça va tenir? C'est quoi que tu vois comme scénario pour la prochaine année? Effectivement, comme il n'a pas été clair, il est allé dans des clichés du foot et il répondait pas forcément aux questions qui étaient posées, dans le sens où lorsqu'on le parle de son année à faire, il va répondre « je suis bien à Montréal ». Mais oui, on sait que tu es bien, c'est pas ça le problème, c'est que est-ce que tu vas être mieux ailleurs? Donc l'idée pour Piatti, c'est que on va peut-être jouer sur les fenêtres de mercato et se dire que de toute façon, une fois que la date butoir est passée au début février, il sera là jusqu'en juin. Et puis en juin, le débat va encore se réouvrir sur sa présence, parce que il donne pas l'impression d'une personne qui veuille véritablement clarifier ses intentions, clarifier sa position tout simplement. Et qui assume peut-être pas aussi qu'il est bien content d'avoir un chèque de plusieurs millions de dollars, qu'il n'y aurait jamais en Argentine. Ça, là, c'est un tabou. Souviens-toi, la réaction, c'est un collègue, j'oublie qui avait posé la question à l'époque. Jérémy, j'imagine, comme sur la question du salaire. Tu vas gagner combien l'année prochaine? Puis il avait dit, hey, moi, je vais chez vous, puis regarder ton chèque de paye, puis dire à tout le monde combien tu gagnes. Puis on avait tous eu une réaction de, wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? On a appuyé sur un bouton là, qui est sensible pour Nacho Piatti. Quand tu parles de dollars, c'est comme si c'était tabou. Tu sais, c'est important parce que ces négociations, ils ont été faites à la dure là, avec Joey Saputo, avec le club de manière générale. Nacho Piatti et son entourage, tout le monde s'est négocié là-dedans. Mais après ça, quand il y a le temps de parler d'argent, c'est comme si non, on est au-dessus de ça. Il n'est pas au-dessus de ça. S'il y avait le même argent en Argentine qu'il y a en ce moment ici, la question ne se poserait même pas. Mais là, le chèque est ici, le cœur est là-bas. Tu fais quoi? C'est un très bon point. Et puis, je sais qu'on ne veut pas trop revenir sur le passé, mais on ne veut pas comme oublier quelque chose. Il a été sorti un petit peu avant la fin du dernier match. Ovation debout. Tous les joueurs qui vont autour de lui, on saute en l'air. Je veux dire, il ne s'est pas rien passé. Il y a une espèce de politique de l'autruche un peu partout, à différents niveaux, que ce soit même au niveau de Kevin Gilmore. On a levé l'option. Olivier Renard, on n'a pas forcément eu l'occasion de se parler. Au moins, ils sont cohérents. Ils sont cohérents, mais il s'est passé quelque chose. C'est pas vrai qu'on n'a pas un joueur qui était très très proche d'un départ, ou même parti, peut-être même comme si on va dans les détails, et on peut pas faire comme s'il n'y avait rien. Maintenant, est-ce que ça a de l'importance? Bon, peut-être pas. Est-ce que ça changera ses performances sur le terrain? Sûrement pas non plus. Mais il s'est passé quelque chose, et une espèce de politique de l'autruche à tout niveau, et que même Piatti, j'ai juste oublié. Non, t'as pas oublié. Donc je pense que collectivement, c'est peut-être la position qu'ils ont voulu occuper au niveau du club. D'ailleurs, je trouve ça assez remarquable. Piatti était le premier à parler mardi matin. C'est le premier joueur qui s'adresse aux médias. C'est très bien. Mais il fait véritablement une espèce de on va se cacher les yeux et advienne ce qu'il pourra. Mais du côté du club, par contre, vendredi dernier, Olivier Renard disait publiquement à la radio montréalaise, moi, ce que j'ai vu de Nacho Piatti qui a quitté au bilan, c'est pas un geste de capitaine. J'ai hâte de m'asseoir avec lui. J'ai hâte d'en parler. Moi, je trouve, puis j'ai été critique au fil des ans là, sur la gestion de dossiers comme ceux-là faits par l'Impact de Montréal. Moi, je sens un club qui n'a pas grand-chose à se reprocher. La seule chose qu'on pourrait peut-être reprocher au club en ce moment, c'est d'avoir décidé d'exercer l'option parce qu'il y avait peut-être des avenues qui étaient plus productives. Ça, il y a seulement le futur qui va nous le dire parce que c'est les performances de Piatti sur le terrain et sa santé qui vont faire foi de tout. Mais de savoir qu'Olivier Renard a dit « Moi, ça, c'est pas acceptable. Ça crée un précédent qui est dangereux pour les jeunes. On va lui en parler parce que non, c'est pas acceptable. Et en passant, le brassard de capitaine, c'est pas obligé d'être ton meilleur joueur. » C'est vrai, c'était une vraie déclaration. C'est sûr. Puis je pense que c'est une très bonne décision, une très bonne réaction qu'a eu Olivier Renard. De dire bon, voilà. Ça s'arrête là. Et je pense que maintenant, il faut être capable d'avancer. Oui, dire j'ai oublié, ça n'a pas de sens. C'est dire, voilà, j'ai fait une erreur, on passe à autre chose, désolé. Mais justement, passer à autre chose. Du côté de l'Impact de Montréal, est-ce que là, l'objectif, c'est de soutirer un maximum? Parce que tu l'as sous contrat, là. Nacho Piatti, il a beau faire la baboune. Plus il fait la baboune tôt, plus c'est dangereux pour lui, parce que la fin de ton contrat est loin. Puis à mesure que tu avances en 2020, que tu joues pas, ou que tu n'es pas bon, ou que tu es en embrouille avec ton équipe,
c'est pas intéressant pour les clubs en Argentine qui voudraient t'avoir pour ton dernier contrat à partir de 2021. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes de le mettre dans les meilleures conditions? Tu le gardes jusqu'en juin, juillet, et à ce moment-là, tu le laisses partir gratuitement, parce que le rendu là, je pense que pour service rendu, on n'est pas à 100 000 ou à 200 000 près pour lui. Tu le laisses partir gratuitement, parce que c'est à partir de juin-juillet que ça va devenir dangereux, parce que lui, il va avoir la tête à retourner en Argentine. S'il l'a déjà là, ça va être quoi rendu en juillet? Oui, je pense que c'est sur ça que l'Impact s'aligne et à juste titre. Piatti, il est là, c'est un joueur qui est extraordinaire sur le terrain, en profitant au maximum, en espérant qu'il soit sur le terrain, parce que tu l'as rappelé, sur la santé, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas si il est suffisamment prêt physiquement pour jouer. Donc non, je pense que l'Impact, l'idée c'est d'essayer d'utiliser Piatti au maximum possible, puis ouvrir la porte à un départ à l'été, oui, bien sûr. On va reparler quelque peu de l'Impact de Montréal dans quelques minutes avec nos sujets chauds. Plusieurs très bonnes questions nous ont été posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Mais d'abord, en temps additionnel, Jean, du côté du Barça, terminé pour Valverde, qui a été remercié. Force est d'admettre que gagner 2 championnats de suite, être premier au différentiel, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui est suffisant? En Ligue des Champions, qu'est-ce qui est pas suffisant? Qu'est-ce qu'on attend? Écoute, on le voyait venir. C'est pas ça n'a pas été une surprise. Ce qui est une surprise, c'est qu'il ait duré aussi longtemps, peut-être, parce qu'il y avait déjà quand même beaucoup de discussions à son sujet avant même la fin de la saison dernière. Et en grande partie, l'élimination contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions, qui était qui aurait dû être la goutte d'eau, parce qu'il y avait eu une autre élimination contre Rome avant. Il y avait eu aussi une sorte de début, ou en tout cas de perte d'identité, je pense, déliquescence dans le jeu, et plus personne n'avait trop confiance, et il y avait déjà pas mal de monde au sein du club qui disait Valverde, c'est pas sûr, quoi. Explique-moi comment tu n'as plus confiance. Tu sais, je comprends, là, mais c'est comme si il n'y a plus rien. Et tu sais, le fond est tombé, mais tu es 2 fois champion, tu es encore au sommet. Comment ça arrive à zéro, à une confiance à plat comme ça? C'est que maintenant, aujourd'hui, on parle des super clubs, tu vends l'image. Et c'est vrai que là, en ce moment, Barcelone ne donne plus l'image de l'équipe qui marchait sur n'importe quoi des années, du début des années 2010, ou qui était une équipe extraordinaire, qui était une équipe qui a marqué une époque et qui a marqué un moment de l'histoire du jeu, même qui a été, je pense, énorme dans l'évolution et dans une évolution dynamique du jeu, qui n'est plus le cas maintenant. Quel club représente ça en ce moment sur la planète? Parce que il n'y en a pas toujours. Il y a Liverpool. Oui, mais Liverpool est peut-être... parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont bien en selle en ce moment. Là. Puis là, on parle des plus grosses cylindrées. Le Bayern est en reconstruction. Le Real, il y a de l'incertitude. Manchester City, on se demande ce qui se passe. Les Manchester United, Arsenal, Chelsea, c'est pas du tout ce que c'était il y a une dizaine d'années. Quel club est comme le modèle à suivre en ce moment? C'est certain que Liverpool saute aux yeux. Liverpool, pour l'instant, c'est vraiment un club que tout le monde regarde. Maintenant, il y a... Et pourtant, ils n'ont pas gagné. Est-ce que ça va être la référence à partir de la fin mai s'ils réussissent à gagner la Premier League? Parce qu'il y a plusieurs sous-questions, mais au niveau du jeu, je pense que... Choisis celle que tu veux. Non, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, comme ce que incarne Liverpool dans son contre-pressing, dans l'utilisation de la largeur, dans la verticalité, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une espèce de référent. Comme il n'y a même pas 2 années, Manchester City l'avait été dans ce côté de l'entreligne, comme le jeu, comme le mot en anglais, c'est half space, mais je n'ai pas l'expression en français. Donc, mais au niveau du jeu, ça c'est ça. Maintenant, au niveau du modèle de club à suivre, c'est comme assez compliqué. Je pense que dans le cycle actuel de Liverpool, on peut dire que c'est un modèle, mais comme pour arriver là, il faut peut-être revenir 5 ans derrière sur les premières années de club. Donc je ne sais pas nécessairement. C'est assez compliqué à répondre, parce que tout le monde n'est pas au même niveau dans un cycle. Genre comme le Real est au début d'un nouveau. Je pense que Barça, lui, c'est toujours un peu différent, parce qu'on a toujours des questions d'identité. Ça fait aucun sens d'un point de vue
vue sportif, le limonachage de Valverde, mais c'est toujours ça. Hein, mais votre réponse, puis la tienne surtout, c'est démontre à quel point, à l'époque, pour revenir à ce que tu disais sur le Barça, de la belle époque, à quel point c'était indéniable. C'était le modèle admiré par tout le monde sur la planète. Mais c'est sûr que si tu essaies de reproduire ça, tu vas être insatisfait assez souvent. Et c'est là que tu te ramasses avec des Quique Setién qui remplacent Valverde, même si son équipe est 2 fois championne d'Espagne. Oui, parce que peut-être qu'à un moment, on est tombé du côté de Barcelone dans une sorte de OK, on est au sommet, on est un modèle, tout a été dit, tout a été fait, on bouge plus. Voilà, ça ne peut que perdurer et puis pendant que les autres bougent. C'est pas vrai du tout. Ça continue de bouger. Et un des gros reproches qu'on a fait à Valverde, c'est qu'il semble plus capable de redonner à ses joueurs cette capacité, cette impression qu'ils sont au-dessus de n'importe quel adversaire, qui sont capables de se mettre complètement à fond derrière un projet. C'est vrai que là, en ce moment, on a une équipe qui joue un match sur 3 et qui a fait un bon match, par exemple, en Super Coupe d'Espagne. Bon, qui perdent, et puis voilà, qui est le match d'ailleurs qui fait sauter Valverde. Mais c'est ça, qui est pas mal, mais c'est vrai que le mois précédent, c'était pas terrible. Non, mais il y a les traumatismes, comme je pense de la Roma, il y a les traumatismes de Liverpool, il y a voilà, la Supercoupe encore une fois. Je pense que s'ils perdent, s'il me semble, ils perdent la finale de la Copa l'an passé, j'oublie contre Valence. Contre Valence, c'est ça. Donc il y a ces côtés-là qu'au niveau de la confiance, est-ce que c'est la personne qui pourra nous amener dans les plus grandes sphères du football. Je pense pas que Valverde n'avait plus cette confiance au niveau des dirigeants. Parce que ce qui est super intéressant quand même, c'est de voir que tous les joueurs l'ont toujours soutenu. Et même à des moments extrêmement critiques, on se dit, c'est bon, ils vont lui tomber dessus. Non, que ce soit Messi, que ce soit Suarez, que tous les leaders l'ont toujours beaucoup plus soutenu que nécessaire, j'imagine. Et parfois, c'est aussi signe d'un confort dans lequel le coach peut t'installer. Mais donc voilà, au niveau des dirigeants et des supporters, ce n'était plus le Barça. C'est une phrase qu'on entend énormément chez les supporters. Ce n'est plus mon Barça. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que... Mais c'est pas non plus complètement sa faute, parce que et c'est vrai qu'il a débarqué et que t'as l'impression vraiment qu'il a jamais été la solution. En tout cas vis-à-vis des dirigeants. Il y a quand même là, parce qu'on commence depuis son limogeage, on entend parler de quelques petites histoires. Quand il débarque, il n'est pas au courant, alors que la direction le sait, que Neymar va partir. Il l'apprend par Messi. Quand il fait ses petites réunions, ses petits entretiens individuels avec les joueurs, c'est Messi qui lui dit Neymar, dans quelques semaines, il n'est plus là. Ouais, c'est sûr que tu as un breakdown de communication. OK. Quand tu arrives, tu es entraîneur et que tu dois mettre en place un système, tu dis... Ça met la table pour quel genre de scénario maintenant avec Quique Setién qui arrive de Bilbao? Tu sais, c'est pas un nom qui résonnent sur la planète foot comme ceux de Guardiola, ceux de Klopp, ceux de Mourinho puis le Barça. On met pas ça dans la même phrase, mais ça met la table pour quel genre de scénario? Dans le scénario d'un très grand succès ou d'une très grande catastrophe. Je m'explique, c'est celui qui aujourd'hui... On s'en va au casino, là. Non, mais c'est parce que c'est celui aujourd'hui qui incarne le plus l'esprit Barça. C'est un très très grand fan de Johan Cruyff. On est dans une forme de continuité, dans cette espèce d'une idée du jeu, d'un football total, de romantisme et autres. Mais si ça ne fonctionne pas, le Barça aura un énorme examen de conscience à faire sur comment on doit jouer, comment on doit jouer, et peut-être qu'il y a ce qu'on pensait être notre ADN était plus des circonstances d'une génération à la Masia de 4-5 joueurs qui brillaient et qui incarnent ce Barça de 2000 et qui n'est pas forcément aussi ADN, aussi Cruyff et aussi Barça que beaucoup veuillent le croire. Donc soit ils fonctionnent avec ces idées-là et c'est très bien pour Barcelone, je leur souhaite, ou soit Barcelone, limite faut qu'ils arrêtent et qu'ils passent à autre chose. Alors je te dis, c'est l'autruche. Ils vont se mettre la tête dans le sable,
que ça marche avec qui est Setien. Et c'est quelqu'un que j'aime bien et c'est exactement ça. J'adore sa philosophie et tout. Mais c'est un gars qui est là pour... C'est pas un intérimaire, mais c'est un gars qui va pas être là 5 ans. Je pense pas, parce qu'il y a dans la ligue... Regarde qui est capable de faire 5 ans? Ouais. Non, mais il y a Xavi. Ouais. Xavi, il est programmé pour prendre l'équipe. Regarde, la semaine dernière, ils sont allés le voir, c'est lui qui a dit non, c'est pas maintenant. J'ai pas question que je vienne maintenant. Non, ça va être correct. Revenez me voir, mais là, je regarde, là, puis j'ai eu des textos de Lionel Messi, ça va être correct. Je connais la situation. Rappelez-moi tout à l'heure. Exactement. Ronald Koeman, ils sont allés le voir, il a dit non plus. Or, Xavi, Koeman, ce sont 2 autres joueurs vedettes, joueurs emblématiques de ce mode de pensée, Cruyff, Guardiola. Et ça veut dire que quand eux te disent non, Jean. Parce qu'ils disent c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais... Là, on n'a pas les conditions réunies pour que je prenne pour prendre le club. Et ça, c'est pas la responsabilité du coach. À un moment donné, c'est le club qui a à prendre cette responsabilité-là. Quand tu as des gars aussi avec une stature aussi importante, c'est sûr que Xabi n'a pas encore l'expérience d'un gars comme Koeman, mais quand les deux te disent non, lève le nez sur l'opportunité de coacher le Barça, aïe aïe. Ouais, alors, en plus, l'année prochaine, 2021, tu vas avoir des élections présidentielles. Et dans les changements, tu sais bien, dans les changements d'entraîneurs auprès des clubs, et on parle surtout de Real et Barça, ça compte pour la moitié de la note. C'est beaucoup de choses dans la vie de ces 2 clubs-là se font au rythme des élections présidentielles à la tête du club, qui demeure un des moments les plus importants dans la vie du club. On passe du côté de Manchester City maintenant, messieurs. Dimanche dernier, Sergio Aguero est devenu le meilleur. 2 records. C'est quand même pas banal. 2 records dans le même match. Meilleur marqueur étranger en Premier League. Thierry Henry avait le record auparavant avec 175. Et le plus grand nombre de tours du chapeau, un record qui était détenu par Alan Shearer. Le record est maintenant de 12. Sergio Aguero se situe où dans le palmarès des grands attaquants en Angleterre? Juste pour la petite histoire, Shearer, c'est le meilleur marqueur de tous les temps dans ce championnat-là. Et là, on parle de la Premier League comme on la connaît maintenant. 260 buts en 441 matchs pour Shearer. Aguero en a 177 en 255 matchs. Ça, c'est bon pour le 4e rang. Ex aequo avec Frank Lampard. Ça, c'est quand même phénoménal pour un milieu de terrain. 2e rang, Rooney avec 208 buts. Et Andy Cole en 3e place avec 187. On le place où? On le place déjà... Parce qu'il est 4e, mais quand tu regardes son ratio, il est numéro 1. Il est devant Alan Shearer. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut regarder sur la durée et se dire que c'est pas fini. C'est-à-dire que là, tu parles de c'est Cole qui a 187. Non, ça, il y a d'assez bonnes chances qu'il le dépasse et qu'il est fort possible, fort probable même, qu'il arrive au-delà des 200. Il a encore quoi? Une saison et demie. Il dit qu'il partait normalement, il devrait partir à l'été 2021. L'idée, c'est de rentrer en Argentine. Parce que, il est parti pour passer le plafond des 200. Passer les 200 quand même, 23 buts en une saison, un peu moins qu'une saison et demie. Tu sais que tu as un ratio quand même assez phénoménal quand on est assez confiant que tu marques ce genre de retour-là. Tout à fait. Puis je pense que c'est intéressant comme que la question, comment il se compare à Henry et Shearer. Je le mets en dessous de ces 2 monstres de la Première Ligue. Je vais m'expliquer pourquoi. Lorsqu'on commence à ajouter les passes décisives, il y a quand même un sacré écart entre lui et Thierry Henry. On parle peut-être d'une quarantaine de buts qui ont été créés directement, sa passe décisive. Donc entre lui et Thierry Henry. Donc c'est pas le même genre de but, de joueur en fait. C'est pas le même genre de joueur. Et après au niveau d'Alan Shearer, il faut quand même mettre en contexte de Newcastle, du fait que Alan Shearer a réussi. Qu'est-ce que tu es en train de dire sur Newcastle? Que c'est pas Manchester City et que non, c'est vrai. Et que quand même. Il avait la chance d'aller à Manchester. C'est vrai qu'il a à une certaine époque. Il a décidé de pas aller à United. Et effectivement, c'est vrai. Comme c'est très très intéressant
dans son trajectoire de carrière de penser à ça. Mais ouais, il jouait pas non plus dans le même genre d'équipe. Alan Shearer, pour donner du contexte, si c'est le deuxième meilleur passeur de Newcastle avec 27 passes, ça en dit quand même long sur les services dont il bénéficiait, la qualité comme d'effectifs qui étaient autour de lui. Donc, je pense que Shearer était quand même un joueur un peu plus dominant individuellement et que, entre guillemets, quand même si Aguero est extraordinaire, d'autres peuvent réussir des choses un peu similaires dans le contexte de Manchester City. Je pense que l'inverse était beaucoup moins vrai pour Alan Shearer. On va dire que toutes les semaines, il jouait contre des Tony Adams et qu'il y avait des David Seaman dans les buts. Non, mais effectivement, il faut aussi prendre en considération qu'aujourd'hui, l'écart... Le niveau est plus élevé ok, très bien, mais l'écart qu'il y a entre les meilleurs et le reste est aussi plus grand. On peut quasiment s'attendre à ce que des Liverpool et des Manchester City gagnent 5-0, 6-0, et parfois même quand ils gagnent juste 2-0, quelle sous-performance de l'équipe de Pep. Donc non, tout ça, pour s'en garder, c'est un énorme joueur. Je déteste les comparaisons des grands joueurs parce que ça donne l'impression que l'autre est moins grand, mais c'est un énorme joueur, un énorme buteur qui mérite tout ce qu'il fait parce que c'est un travail de longévité. Non, mais là où tu parles, où la comparaison devient intéressante, parce que je parlais de ratio tout à l'heure, but par match, Aguero, un ratio plus intéressant. Mais combien de matchs Newcastle gagnait par 3, 4, 5 buts? C'est là où ça joue sur la donne aussi, parce que sur la durée dont tu parlais tout à l'heure, Jean, 441 matchs de jouer. Déjà en partant, c'est phénoménal pour Alan Shearer. 260 buts. Ça veut dire que tu avais un but tous les 2 matchs, même un peu plus, sur une très longue période de temps, avec une équipe qui n'en plantait pas 4 ou 5 régulièrement comme Manchester City. Je pense que c'est ça qui vient peut-être fausser la donne. Pas la qualité d'Aguero, mais son ratio est plus intéressant parce que tu marques tout simplement beaucoup plus de buts à City. Oui, et puis on voit avec un joueur comme Sterling, qui est un attaquant qui était assez ordinaire à Liverpool, comment dans le système de jeu de Guardiola, il arrive à se libérer et devenir un buteur très prolifique. Donc c'est vraiment pas pour diminuer la qualité d'Aguero, mais en le comparant directement à Shearer et Henry, tout d'un coup il faut mettre un contexte. En tant que joueur, je pense qu'Henry est supérieur, et en tant que buteur dans un contexte d'une équipe moins performante, Shearer a montré... Shearer était un buteur pur, un buteur naturel. Henry, c'est un autre profil parce que c'est un joueur qui, lui, ne l'était pas, justement. Quand il a débarqué à Arsenal, c'était pas un attaquant de pointe. Vraiment, et il a évolué et il a ouvert son registre jusqu'à ce point-là. Ce qu'on voit avec Aguero là actuellement, c'est que lui, c'est un peu l'inverse, c'est qu'il est parti d'un attaquant de pointe et petit à petit, il est en train de devenir un petit peu autre chose parce qu'il se met au diapason d'un système de jeu où Pep Guardiola lui demande aussi maintenant de participer à la construction et d'être éventuellement passeur. C'est quasiment même le chemin inverse qu'un Henry, et quelque chose encore de différent d'un Shearer qui, lui, n'a jamais eu à se poser cette question-là de son rôle et de la nature. Shearer, c'était vraiment un gars de surface, et puis le jeu voulait que ce soit comme ça aussi. Ceci dit, si Sergio Aguero avait été un Anglais, il aurait commencé sa carrière en Premier League, puis il voudrait la terminer aussi. Il a 31 ans seulement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est un excellent point, et tout ça à prendre en considération. Il pourrait jouer avec différentes équipes jusqu'à 35, 36 en Angleterre. Bon, il ne serait pas le numéro 1, certainement pas le numéro 1 à Manchester City, mais tu continues de marquer des buts à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, la conversation deviendrait assez fascinante. Le top, c'est même pas... Parce que là, on parle de chiffres de Premier League, c'est-à-dire depuis 92. Le top, c'est Jimmy Greaves, quand même, 350. C'est vrai. 357. Dixie en parlant de ça, je pense qu'il y a une saison qui n'est pas comptée pour Alan Shearer parce qu'il commence à jouer avant l'arrivée de la Première Ligue. C'est vrai. Je pense qu'il a une saison... On sait que tu allais me dire, c'est l'année du lockout, ça? C'est ça qui est arrivé. Non, mais c'est vrai qu'il y a des stats il y a plein de joueurs dont les stats sont un peu faussés parce que il y a beaucoup de statistiques qu'on donne ça maintenant qui existent. Première Ligue. Ça existe pas. Le gars, il a joué... En Division 1 la première division anglaise, Jean, ça existe pas. Il n'y a que la Premier League. Branding, MR, Cutting. On embraye avec les sujets chauds maintenant, messieurs, si vous le permettez. Alex nous demande, sans ajout majeur à l'équipe, est-il réaliste de croire que l'Impact aura du succès cette année? Avant de vous permettre de répondre à ça,
c'est vraiment un commentaire qui est revenu beaucoup cette semaine. Il n'y a pas d'ajout majeur. Peut-être par rapport à la fin de saison dernière, mais par rapport au début de l'année passée, Boyan n'était pas là. Lapalainen n'était pas là. Balou, et on va se garder une ou deux questions là-dessus parce que plusieurs nous ont été posées dans quelques instants sur le cas de Balou, mais il y a quand même un potentiel là. Lui non plus n'était pas là. Rod Fanny n'était pas là. La compétition dans les buts, il n'y en avait pas véritablement pour le poste de numéro 1. Donc c'est vrai que depuis la fin de la saison dernière, est-ce qu'on a révolutionné cette équipe-là? Non. Mais par rapport au début de la dernière saison de Rémi Garde en charge, c'est pas la même équipe. Il y a quelques ajouts importants, particulièrement en attaque. Oui, tout à fait. Non, c'est ça. Il faut voir à quel moment on fait notre point de comparaison. Et puis, je suis d'accord avec toi. Pour répondre concrètement à la question, pour moi, c'est pas réaliste. Donc, je pense que l'Impact, il y a quand même beaucoup. Pourquoi je dis que c'est pas réaliste, c'est qu'il y a un peu de pensée magique. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent réussir à jouer à leur plein potentiel afin que l'Impact ait du succès. Donc, si là, une réponse courte, non, c'est pas réaliste. Maintenant, est-ce que c'est avec 2-3 ajouts? Ah oui, avec 2-3 ajouts, c'est une équipe extrêmement intéressante. Okay. Extrêmement intéressante. C'est ça. Je pense qu'à l'Impact, on dirait probablement la même chose que toi. J'ai pas le feeling que, défenseur latéral droit, il n'y en a pas. Non, mais exactement, je pense que... Et aussi, ce que je trouve très intéressant, tantôt je parle un peu du staff, c'est leur perspective est très moyen terme. Et ça, moi, personnellement, je suis un très, très, très grand fan de ça, où ils sont pas pressés. Ils sont pas pressés de faire des... Je pense qu'avant, l'Impact voulait signer, pour... et là, ils sont pas pressés. Et pour répondre oui à des gens comme Alex, qui posent une question tout à fait pertinente, mais dire oui, on a tout le monde, let's go, on part. Voilà, et là, non, on va prendre le temps de regarder des joueurs, que ce soit à l'essai, enfin c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus mature dans l'approche. Après c'est plus long. Et puis aujourd'hui, la réponse est non, mais plus tard. Et oui, ça se peut que tu passes à côté de ta Ligue des Champions à cause de ça. Mais moi, puis là c'est une opinion très personnelle, si tu es pour bien choisir tes pions sur le moyen terme, j'accepte que tu passes à côté de ta Ligue des Champions. Et tu repartiras en 4 matchs là. Quand tu regardes, parce que en fait, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est la semaine dernière, quand on a sorti officiellement la liste des joueurs qui allaient participer au camp. OK. Et là, ça a été un reality check, entre guillemets. Ah ouais, OK. Puis parce qu'on a commencé à regarder et dire, ouh, là, ici, c'est vraiment très, très léger. Et... en fait, oui, quand on commence à discuter, tu as un bon argument en disant que non, il y a quand même eu une progression, effectivement, qui n'a pas été une révolution, mais il y a quand même une progression. Et oui, comme d'ici, je pense que ils sont pas non plus si loin d'avoir un effectif qui tient complètement la route. Sur la Ligue des Champions, moi je crois que c'est une équipe qui est capable de jouer un coup. Non, ils sont capables, mais souvenez-vous, en 2015, tu étais allé chercher un paquet de gars, les Nigel Reo-Coker. Tu étais allé chercher aussi, je pense que c'est l'année où Marco Donadel arrive, tu as Bakary Simon, exactement. Donc, tu as un paquet de joueurs qui est arrivé, qui avaient de l'expérience pour passer à travers ces moments-là. Là, tu en as de l'expérience, mais il y a certains postes où c'est pas long que tu tombes dans la profondeur profonde, là, où tu vois pas tout à fait ce qu'il y en a avant de toi dans l'eau. Là. Puis on parle pas, Thierry n'a pas encore dévoilé un peu son système, mais il semble avoir des idées de jeu. Il y a des systèmes dans lesquels l'impact serait très 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 faible. Je n'ai pas peur des mots. Aujourd'hui, l'entrejeu, c'est Piet et Taider, qui n'étaient pas non plus la plus grande chimie au monde. Puis derrière, c'est quoi? C'est qui? Il y a quand même c'est Fanny Camacho dans l'axe, Raitala à gauche, puis point d'interrogation à droite. Exactement. Mais c'est pas catastrophique, ça, quand même. Non, c'est pas catastrophique. Mais si je reviens dans l'entrejeu, il y a quand même un sacré écart entre ce Piet et Taider et le poursuivant. Et on parle souvent du latéral droit ou comme du fameux attaquant, mais ce milieu central. Il y a un milieu. Il y a des systèmes de jeu qui sont quasiment exclus aujourd'hui avec les forces en présence de l'Impact. Non, tout à fait raison. Len, maintenant, nous pose, si je me souviens bien, sa première question à Loin de Sans Foot. Len, à qui j'ai la chance de parler à la radio une fois de temps en temps, un préféré de chez préféré pour moi. Vous allez comprendre avec sa question. Len nous demande, première question. Déjà, ça commence bien parce qu'il va en avoir deux. On est-tu maso ou quoi d'aller chercher un joueur qui a toujours été un joueur à problème? Deuxième question. Vous souvenez-vous d'un seul très bon match de Balou Tabla
à Montréal. J'en déduis que c'est de lui qu'on parle dans la première question. Exactement. C'est là où Len voulait s'en aller. Je déduis la même chose que toi, Len. Si c'est pas le cas, réponds-nous sur Twitter, s'il te plaît. Première question. Balou, son retour, pour ou contre? Parce que là, c'est un retour permanent. On s'attendait, je sais pas pour vous, mais moi, je m'attendais davantage à un prêt, peut-être avec une option d'achat par la suite. Là, c'est un retour permanent pour potentiellement 4 ans. C'est 2 années fermes avec 2 années d'option. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis pour. Dans le contexte actuel de Thierry Henry, de Patrice Bernier et de Wilfried Nancy, je suis pour un retour de Balou Tabla. Je pense que je veux pas appris de ses erreurs, tout ça, patati, non, mais je pense que c'est le meilleur environnement possible pour lui. Donc dans ce contexte-là, je suis pour. Effectivement, Len, que je salue parce que c'est toujours très intéressant d'interagir avec lui. Effectivement, oui, c'est un joueur qui a été perçu comme problématique parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément en accord avec la communauté soccer. Comme quoi? Parce que là, on va en nommer quelques-uns. Okay? Il y a l'histoire du mal de gorge à l'époque où on se demandait est-ce qu'il est en train de faire la grève, est-ce qu'il boude. L'année passée, il y a eu l'histoire des retards, si je ne me trompe pas. Il a été obligé de s'excuser envers Wilmar Cabrera. Après ça, dernièrement, il a porté un maillot du Toronto FC en préparation en vue de cette saison. Son comportement en dehors du terrain, de manière générale, pourrait être poli, pour être gentil, là, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui a été peut-être mal perçu là-dedans, selon toi? Au niveau justement des retards, on prend le premier cas de figure. En négociation, je pense que c'était assez maladroit de sa part de ne pas venir à un entraînement dans le cadre de ces négociations-là. Mais comme on va dire que là, je peux dire qu'il apprend, il ne sait pas comment se sortir d'un club. Dans le deuxième cas, les retards, on n'a jamais vraiment eu leur juste d'un point de vue de Wilmar Cabrera et on l'aura jamais sur la nature de ces retards, sur la fréquence, sur le fait que effectivement, finalement, on a appris qu'il y a eu des retards lorsqu'on a appris qu'il s'est excusé. Je veux dire, c'est assez fascinant de savoir que la situation, c'est Balou s'est excusé. Excusez de quoi, en fait? Ouais. Mais ça, rendu là, s'il n'y a rien à se reprocher, il ne s'excuse pas, là. Je ne dis pas qu'il n'a rien à se reprocher, mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'excuse. Mais peu importe, c'est la vie dans le vestiaire. Tu es un jeune qui revient du FC Barcelone où ça n'a pas fonctionné. Tu es ici, on te donne une deuxième opportunité, puis tu te comportes de manière à être obligé de t'excuser. Puis il n'y a personne qui a dit non, finalement, là, les excuses, c'était peut-être pas nécessaire, mais c'était une bonne chose. Il n'y a personne qui a dit ça non plus. Dans le contexte qu'il l'aurait dit, c'est pas Wilmar Cabrera qui aurait dit. Non, mais ça filtre en dehors. Là. Non, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est moi, il n'y a personne qui me dit que Balou est un exemple à suivre. Non, et je pense zéro. Non, c'est sûr, c'est sûr. Clair, après, des exemples à suivre dans l'Impact de Montréal, il n'y en a pas non plus. Mathieu Choinière, moi, c'est un gars qui n'a pas probablement. C'est un débat, là, mais qui n'avait pas le talent au départ ou le potentiel qu'on voyait chez un Balou. Il se comporte comme un pro. Ce que je veux dire, c'est j'aurais aimé, par exemple, comme dans ce cas de figure, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé pour savoir, pour mieux juger. Parce que si je prends l'exemple du troisième exemple qui est du maillot de Toronto, sur lequel il s'entraîne. Excusez-moi, là, mais c'est d'un joueur du PSG qui met un maillot de l'OM. C'est ça, là. Je trouve qu'on a été dur dans ce cas de figure. Je pense que c'est parce que c'est lui. Et que je pense que c'est lui, mais c'est lui qui a fait que lui là. Mais il a expliqué. C'est comme Nacho Piatti quand on me disait, je pense qu'on en parlait la semaine passée ou je me souviens pas trop. On me disait là Olivier Renard qui parle du Capitana, c'est mettre le feu aux poudres avec Piatti. Ouais, mais le keg de poudre là, c'est qui l'a laissé en arrière de lui au centre Trillet? C'est sûr. C'est Nacho Piatti. C'est sûr. Mais je crois qu'effectivement, un peu comme dit Jean, et puis je reviens plus sur cette espèce de poids de mesure. Je pense que voilà, comme on est prompt à tomber sur certains types de joueurs. À partir du moment où il a commencé, à partir du moment où il y a eu un petit truc, je pense que ça a été beaucoup plus facile d'en rajouter. Je trouve ça intéressant, les gars, parce que personnellement, là, moi, je crois en Balou. Je suis tout à fait d'accord avec toi que la meilleure place pour lui, c'est pas au Barça. Il est allé là-bas, il a eu sa photo avec Messi dans le vestiaire. That's it, check. Mets ça dans ton cadre, mets-le sur ton mur, dans ta chambre si ça te tente. Mais là tu as une carrière à bâtir. Et c'est la grosse différence, à mon sens, entre jouer professionnel et avoir une carrière professionnelle. Il n'y a pas de carrière professionnelle, Balou. Il n'y a pas eu de carrière au Barça. Il est passé
au Barça. Il n'a pas eu de carrière encore à l'Impact de Montréal. Il est passé à l'Impact de Montréal. Et moi, je crois en lui. Mais je ne crois pas en lui en fonction de comment il s'est comporté. L'année passée, là, son excuse, c'est un peu comme Piatti. C'est des excuses à moitié. Quand il est au bilan, puis il nous dit, ben, vous savez, faut pas oublier que j'ai 20 ans. Oui, non, c'est sûr que ça ne vaut rien, puisqu'à côté, il y a des joueurs de 20 ans qui sont très, très... C'est pour ça que je donne l'exemple de Mathieu Choinière. Dans cette même foulée-là, Mathieu, quand on lui avait demandé, qu'est-ce qu'il faut que tu améliores? Il faut que je sois plus tranchant en tiers offensif. Il faut que dans les duels, je sois plus costaud puis que j'arrête de perdre. Tu sais, il y avait des réponses réfléchies, mais c'est de la maturité, c'est pas de l'âge. Non, ça, je suis d'accord. Comme là où je m'en venais, c'est que je le qualifierais pas de joueur à problème. Pour moi, c'est genre... Balou n'est pas un joueur à problème. Balou a certaines situations dans lesquelles genre, on va complètement perdre la tête pour des choses qui pas forcément qui sont... Ouais, mais pourquoi il y a toujours des écarts comme ça? Déjà, on est plus attentif sur ce qu'il fait, lui. Plus que qui? Plus que d'autres joueurs qui sont peut-être moins présents sur les réseaux sociaux, dont on scrute moins les attitudes et que Balou fait partie par rapport à... Voilà, moi, là où je comprends ton point, puis c'est vrai, les médias sociaux, tout ça, mais par rapport à qui? Moi, je vois pas plus sévère envers lui qu'envers... tu sais, Chamet-Chaume était passé au bat quand il a lancé son maillot à terre, là. À Kansas City l'année passée, souviens-toi. Oui, c'est vrai. Il est passé au bat solide. Chamet-Chaume, c'est le plus gentil qu'il n'y a pas, mais il est passé au bat. Qu'il a dû s'excuser par la suite. Moi, je trouve que les critiques ou le regard reflètent le comportement de Balou. À un moment donné, quand tu es toujours à côté du rang, ben, t'attires l'attention. Mais ça prend un gars qui a un profil un peu à côté du rang pour être le type de joueur que Balou a le potentiel d'être. Et c'est là où Thierry Henry embarque dans l'équation. C'est là où Olivier Renard embarque dans l'équation en disant « T'es pas un joueur normal. » Mais là, ça prend des standards de base pour être un professionnel. Puis après ça, tu pourras être un professionnel un peu spécial. Mais t'es pas il se comporte comme un gars de 24-25 ans qui a fait 2-3 ans au Barça et là qui revient. Et c'est là que j'ai de la difficulté. Personnellement, mon plan pour Balou cette année, là, ce serait, t'habites à La Prairie, dans le sous-sol de chez Patrice Bernier jusqu'au mois d'août. En profil bas total. Tu sors pas, tu vois pas tes chums, tu te ramasses pas dans les bars, tu te ramasses pas dans les clubs, tes médias sociaux, on va travailler ensemble, on va payer quelqu'un à la limite pour te guider là-dedans, pour que ce soit encore plus performant en vue de ton branding, parce qu'il y en a beaucoup à faire, il y a une grosse opportunité à saisir, mais là, comprends qu'on est là pour t'aider, parce que si tu passes à côté de 20-20, pour moi, là, ta carrière est finie. Next step, CBL. Oui, c'est certain, ça c'est certain. Donc il est dans une situation où quasiment voilà, il faut qu'il prouve et sur le terrain, parce que pour revenir à la deuxième question de Len, oui, effectivement, par le match contre la Roma il y a 3 ans, c'est celui qui vient en tête. Il a marqué des buts, il y a eu des gros flashs, mais tu as raison, c'est celui qui vient en tête. C'est ça, c'est trop peu, trop loin, donc il doit revenir sur le terrain, et puis c'est ça. Puis après, c'est vrai que je pense qu'il y a le mot en anglais, vous allez encore m'aider s'il vous plaît, comme unapologetic. Balou donne l'impression de pas forcément regretter des actions qui sont mal perçues, et ça c'est vrai que ça passe très très mal au niveau des partisans. La question lui a été posée hier, c'était quoi l'idée derrière porter ce maillot-là? Sa réponse c'est, il n'y avait pas d'idée. Mais justement, trouve-toi des idées là. C'est le maillot de Chris Mavinga. De Mavinga. Mais je m'en fous, ça peut être le maillot de Lucky Luke. C'est le Toronto FC. Comment tu vois pas ça venir? C'est parce que tu réfléchis pas aux conséquences potentielles de tes gestes. Tu agis, puis on verra ce qui arrive par la suite. Mais tu peux pas être un joueur de foot pro chez vous, puis agir comme ça. Dans le meilleur des mondes possible, il y a un gars qui, à la sortie du vestiaire, va lui taper sur l'épaule et lui dire « Hey ». Qui ça? Thierry Henry? Non. Ah, tu veux dire là-bas? Ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'est un autre dossier. Qui l'entoure, Balou? C'est pour ça que je l'enverrai chez Patrice. Il y a 3 enfants à gérer. Tu lui dis, regarde, puis Patrice n'est pas inclus dans ces 3 enfants-là en passant. juste pour préciser. Hey, les gars, rapidement. Mais bon, non, bonne chance. Et puis, il faut être quand même derrière lui. Il faut y croire. Et puis, tu as raison aussi de dire que, oui, mais...
Je pense que Balou peut être, parce que là, il y a un gros point d'interrogation sur Okonkwo. Est-ce qu'il va être de retour ou non de Bologne? Il y a une grosse opportunité à saisir pour Balou, mais si tu agis comme dans le passé, tu vas avoir les mêmes résultats, puis je pense que ça s'en va dans le mur. Maintenant, si tu t'ajustes, Balou, il y a vraiment quelque chose de spécial. Il a épaissi physiquement aussi. Il est peut-être mieux équipé pour la MLS, puis je pense que ça peut donner des résultats franchement intéressants si, en dehors du terrain et surtout entre les deux oreilles, ben ça s'est ajusté. Dernière question, celle du staff, et ça va dans le même sens que celle de Stéphane Duarte aussi sur Twitter. La faute de Valverde en Supercoupe d'Espagne, est-ce que c'est scandaleux ou est-ce que c'est courageux? On parle pas du même Valverde. Non. On parle du joueur Sid. T'en penses quoi? Ah, c'est d'une part, quand je l'ai vu, je me suis immédiatement dit que j'aurais fait la même chose. T'es sérieux? Ah oui, mais toi, oui. t'es le boucher de service, là. Non, je suis celui qui se sacrifie pour l'équipe. C'est ça, je dis, t'es le boucher de service. Et puis, non, et c'est vrai que, voilà, au moment où je me suis dit, il n'y a rien, enfin, pas il n'y a rien là, il y a une faute qui mérite carton rouge, expulsion, très bien, mais genre, comme, je pense vraiment que j'aurais fait la même chose. Et après, je me suis posé même une autre question. Genre, comme, comment je me serais senti si j'avais pas essayé comme de faire un geste pour l'arrêter. Et je pense que ça aussi, il faut y répondre. Donc, pensez-vous vraiment que les fans du Real Madrid auraient trouvé ça correct, on va prendre le mot correct, que Valverde, dans le contexte, on va laisser passer Morata pour voir le face-à-face et espérer que Courtois fasse l'arrêt. Je crois qu'il faut comprendre que lui, il se dit, je fais ce geste qui est désespéré, mais face au désespoir, il y a deux solutions. Ou bien comme je saute la tête à première, ou bien j'abandonne. Lui, il a décidé de sauter la tête à première. Donc dans ce contexte-là, comme je juge, même si c'est un geste qui est sale et qui pourrait amener à d'autres décisions arbitrales, parce que Stéphane amène un très bon point sur les conséquences d'un geste comme ça, je crois que c'est un geste qui est extrêmement courageux. Dans sa lâcheté, c'est un geste qui est extrêmement courageux. Un lâche courageux. C'est extraordinaire, j'adore. Non, mais c'est vrai que quand tu regardes des réactions, je crois que le monde des joueurs a dit écoute, c'est pas mal ce qu'on attend que tu fasses maintenant. Et c'est vrai ce que dit Sid. Je pense que quand d'abord tu regardes les images, quand il est expulsé, qu'il sort du terrain, Simeone va le voir, et puis tu vois que Simeone apprécie. Non mais c'est vrai, il lui a dit regarde, t'as fait ce qu'il fallait faire, man. Diego Simeone, c'est un des gars les plus tordus de l'histoire des gars tordus. On l'aime d'amour, justement pour des situations comme celle-là. Tu vois, il comprend. Il est pur, il va au bout de ses idées. Et puis, je pense que Valverde, il faut se remettre dans le contexte un petit peu d'un sport collectif et d'une équipe comme le Real. C'est le héros dans le vestiaire. Oui, parce qu'au Real, tout ce qui compte, c'est gagner. Qui gagne, après son expulsion, ils vont en prolongation, qui gagne donc ce match au tir au but. Quand il revient dans le vestiaire, le gars, tout le monde, c'est le héros. Je vais t'entendre. Non, mais moi, je comprends tout à fait. Personnellement, moi, je pense que mon réflexe... j'allais dire, mon réflexe n'aurait pas été celui-là, mais j'étais beaucoup trop lent pour espérer me rendre au ballon. Fait que probablement que j'aurais été obligé de faire la même chose. Je pense pas que j'aurais taclé comme ça, par exemple. C'est tellement assassin. Je pense que peut-être agripper le maillot ou quelque chose du genre. Mais là, c'était... Quand tu vois le tacle, il va vraiment pour accrocher le pied, faire un croc en jambe. Je pense qu'il y avait... Il l'a réussi. Comme je le disais tantôt, un croc en jambe. Un croc en jambe de bouger. Non, mais tu sais, c'est tellement... Tu peux même pas dire que c'est une mauvaise décision parce que c'est intentionnel. Et c'est là où je me dis, vis avec les conséquences. Après, si t'es suspendu, si t'as une amende aussi. Mais à ce moment-là, c'est tellement clair. T'es le seul. C'est pas comme si tu dis, ça s'est passé en une fraction de seconde, j'ai réagi, j'ai sorti une main, par exemple. En finale de Coupe du Monde, tu sors une main sur la ligne de but, comme Suarez avait fait. Là, peut-être que je serais plus entre deux chaises parce que c'était réflexe. Là, c'est carrément une décision consciente, je le descends, puis après ça, je vis avec la suite. Je le comprends. Je vais pas je vais apprécier le boucher. C'est amusant, mais tu vois, c'est un très bon exemple. Il faut voir les contextes dans lesquels c'est fait. C'est fait aussi genre à 1 minute de la fin d'un match. Et je pense que j'aurais pas la... Non, en fait, c'est simple. Genre, ça se fait à un autre moment. Je suis pas d'accord. Genre, comme je trouve que c'est que là, c'est scandaleux, il y a besoin d'être courageux. Ouais. Fait à 97e minute ou à la 115e contre le Ghana, je sais pas, j'en souviens plus, au niveau de Suarez. Mais écoute, rendu là, comme il faut qu'on avance. Il faut ce qu'il faut. Justement, il faut se quitter, les gars, parce que le temps est déjà écoulé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Toujours un grand plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et de toutes vos questions posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez à le faire tout au long de la semaine et partagez le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur les applications iHeartRadio,
et RDS.